On a beaucoup entendu parler, on entendait aussi ce midi, de la façon dont les normes de genre affectent les pratiques de santé. Nous, on va prendre un peu le contre-pied, c'est-à-dire la façon dont la maladie affecte les normes de genre. Dans le cadre d'une maladie qui affecte aussi bien, peut-être pas aussi bien justement, enfin différemment, mais d'un point de vue somatique, autant les hommes que les femmes. Alors, cette communication, elle est tirée d'une étude qui, comme ce que nous présentait tout à l'heure Céline, est financée par la Fondation Maladies Rares, puisqu'il s'agit d'une étude qui porte donc sur une maladie rare, une maladie neuromusculaire rare, qui s'appelle la dystrophie myotonique de type 1, ou maladie de Steiner, et comme c'est une maladie rare, vous n'en avez probablement pas entendu parler. Comme la plupart d'ailleurs des professionnels de santé. C'est une étude qui vise à comprendre la façon dont les individus s'adaptent dans leur mode de vie à cette maladie et aux désordres qui sont induits par cette maladie, et puis aussi à comprendre les difficultés de prise en charge de ces patients. Puisque dans notre équipe justement de 3 personnes, il y a Didier Lecordier qui est aussi sociologue et qui travaille avec nous, mais qui a été cadre de santé dans un centre de référence de maladies neuromusculaires rares. Et c'est lui qui était à l'initiative de cette étude, ayant constaté qu'il y avait des problèmes de relations assez compliqués entre les médecins, les soignants en général et ces patients-là qui ont une très mauvaise réputation, qui sont réputés donc être des patients pas faciles à prendre en charge, récalcitrants, non motivés, qui prennent les mauvaises décisions. Donc un problème relationnel évident avec ces patients-là, dont tout le monde souffre quand même plus ou moins. Donc essayer de comprendre aussi d'où ça venait. Donc c'est une méthode qualitative, inductive, et comme beaucoup de méthodes inductives, il y a des choses qui émergent du terrain alors que on ne l'avait pas particulièrement problématisé au départ, et la question du genre, alors là, a été absolument flagrante, alors que c'est une maladie qui touche aussi bien les hommes que les femmes, et je vais vous dire quelques mots justement d'abord sur cette maladie. Alors c'est une maladie neuromusculaire, donc elle atteint les muscles. Elle a cette particularité, c'est que les atteintes sont d'abord, comme on dit, distales, c'est-à-dire c'est d'abord les mains, et puis les pieds, et puis le visage. Donc ça fait des personnes qui ont des difficultés dans les gestes quotidiens, ça c'est important, et puis qui vont avoir du mal à marcher, c'est-à-dire avec le pied qui va se barrer, donc une marche disharmonieuse avant même d'avoir la fonte musculaire à proprement parler. Et puis le visage, c'est-à-dire il y a les muscles qui tombent du visage, les paupières qui tombent, et donc ça provoque un faciès assez particulier qui donne l'impression que ces patients-là font la gueule, et c'est pas sans lien avec l'interaction avec les soignants. Certains disent même que parfois ils ont l'impression qu'ils sourient alors qu'ils sourient pas du tout. Donc ça aussi c'est une particularité, ce qui fait que certains patients ont même été diagnostiqués à l'occasion d'une poignée de main avec un médecin. C'est-à-dire qu'entre la façon dont on serre la main et le visage, finalement, c'est assez reconnaissable. Bon, c'est une maladie qui est génétique. Elle est, comme on dit, autosomique dominante, c'est-à-dire qu'elle est transmise par le père ou par la mère, qui lui-même est porteur d'une anomalie génétique. C'est une réplication des triplets, je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est important, c'est-à-dire qu'un père ou une mère atteint a 50% de chance que son enfant le soit aussi. Alors c'est aussi juste un détail, mais ce n'est pas tout à fait un détail, c'est une maladie génétique, mais dans laquelle on constate ce qu'on appelle un phénomène d'anticipation, c'est-à-dire qu'elle s'aggrave de génération en génération. Et donc, les personnes peuvent avoir une certaine atteinte, mais ça ne dit rien de l'atteinte de leurs enfants, qui peut être plus importante, etc. Donc, ça peut aller jusqu'à des formes gravissimes, avec des enfants qui naissent et qui sont quasiment pas viables, jusqu'à des formes très très légères, où des personnes ne sont pas du tout, n'ont quasiment pas de signes durant leur vie. Donc, on voit bien, c'est une maladie très instable,
d'abord très instable entre les générations et même entre les personnes, c'est-à-dire avec les mêmes caractéristiques génétiques, on va avoir des manifestations très différentes. Donc ça aussi, je pense que ça perturbe beaucoup l'interaction entre les patients et les médecins, parce que ça ne peut pas se mettre dans un cadre bien précis, on sait exactement qu'est-ce qui va se passer, à quel moment, etc. Alors, sans aller trop vite, c'est quand même important de dire que ce n'est pas seulement une maladie neuromusculaire, c'est aussi une maladie qui touche l'appareil respiratoire avec des difficultés respiratoires, qui touche le cœur avec des risques de mort subite, le système hormonal, les yeux avec des cataractes précoces, les cheveux, ça c'est important parce que ce sont des personnes qui ont des cheveux très fins et qui ont des calvities aussi très précoces. Le système génital avec des troubles de la reproduction, mais aussi de la sexualité, des ménopauses précoces, etc. Et puis des troubles du sommeil, c'est-à-dire que ce sont des personnes dont on dit qu'ils sont lents, ils sont ralentis et ils dorment beaucoup. Donc ça aussi, c'est une caractéristique qui est assez importante dans la vie sociale. Donc, et puis parfois des troubles cognitifs qui sont plutôt dans les formes aggravées, mais qui, je pense, dans la représentation des médecins, n'est pas sans jouer un rôle sur la façon dont on peut nouer des interactions avec ces individus. Donc vous voyez bien que la problématique du genre, en fait, ces atteintes du genre à travers ces atteintes génétiques, elle peut prendre différentes dimensions. Elle peut prendre une dimension sur les modes de transmission de la maladie, sur les modes de dépistage. Il est évident que en tout cas c'est évident dans notre étude que les hommes et les femmes, selon la façon dont ils pensent la question de la transmission et la question de la reproduction, ça les déstabilise justement dans ces représentations-là. Mais on ne va pas parler de ça ici, c'est juste pour mémoire, pour dire que ça touche à des tas d'endroits différents. On va plutôt là se centrer sur ce qui atteint la dimension socialisée du genre, c'est-à-dire dans le cadre particulier d'interaction sociale où les normes de genre sont impliquées, interaction sociale dans la vie professionnelle, dans la vie extra-professionnelle, mais aussi très fortement dans la vie conjugale et dans l'espace domestique. Donc on a des atteintes au corps genrées, on pourrait dire, c'est pas seulement des atteintes au corps, dont la gestion dépend aussi des ressources de chacun, ressources culturelles, ressources socio-économiques, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement des atteintes différentes selon les hommes et les femmes, c'est des atteintes différentes selon la façon dont les hommes et les femmes vont pouvoir aussi gérer cet affaiblissement du corps. Un détail là aussi qui est important, c'est-à-dire que nous on a fait le choix d'enquêter auprès de personnes qui ont été diagnostiquées à l'âge adulte, ça veut dire qu'ils n'ont su qu'ils étaient malades qu'à l'âge adulte. Mais pour une bonne partie d'entre elles, et pour quasi la totalité d'entre elles, il y avait des signes qui n'étaient pas des signes finalement, puisque la maladie n'était pas détectée, mais il y avait des traits de caractère particuliers avant, avec lesquels ils ont grandi, avec lesquels ils se sont construits, et ils se sont construits aussi comme hommes et comme femmes à partir de ces traits de caractère particuliers. Donc on comprendra assez facilement que du côté du corps, cet affaiblissement du corps met en cause la performance virile des hommes, et c'est souvent d'ailleurs sur ce mode-là que eux commencent à nous parler de la maladie, comme c'est une maladie qui atteint plein de choses, la façon dont eux vont nous en parler, c'est assez important. Donc évidemment par des signes de faiblesse qui au départ n'étaient pas identifiés comme des signes pathologiques, donc qui ont été très largement compensés par tout un tas de petits trucs, de façon à pouvoir continuer à être extrêmement performants. Et on trouve parmi ces hommes-là d'ailleurs des sportifs qui se sont suradaptés justement d'un point de vue corporel pour pouvoir rester dans la norme de ce qui était attendu d'eux. Parce qu'ils ont effectivement un souci de masquage qui est très élevé de ces signes-là qui deviennent du coup des stigmates de faiblesse virile. Alors évidemment, c'est plus facile dans le cadre professionnel pour un cadre de masquer cette déficience du corps que pour un ouvrier qui a mobilisé son corps, en particulier dans des épreuves de force. Mais c'est pas si simple parce qu'ils ont aussi des difficultés d'élocution et la rapidité, la vivacité d'élocution peut aussi leur jouer des tours.
C'est plus facile aussi chez des personnes qui exercent des professions indépendantes parce qu'ils ne sont pas dans la comparaison et dans l'exigence de performance. Donc on a aussi des reconversions dans ce sens-là. Et puis avec aussi une perte sportive, donc qui peuvent se compenser par une socialisation au sport via la télé, par exemple. Ils peuvent rester sportifs comme ça. Je vais être obligée d'aller très vite pour dire qu'à l'inverse, chez les femmes, bien sûr, donc cette perte des capacités physiques, en tout cas musculaires, c'est pas de la perte de la performance virile, mais paradoxalement, même si elles en souffrent, parce qu'elles peuvent être qualifiées de paresseuses, de feignantes dans leur enfance, etc., en même temps, ça peut être aussi retraduit en termes de qualité féminine. C'est le flegme féminin, elles sont douces, elles sont attentives, elles prennent leur temps. Et donc, on a constaté aussi qu'elles s'orientaient assez volontiers vers des métiers d'aide à la personne, parce qu'elles avaient développé ces types de qualités. Mais ça a aussi des conséquences au niveau de l'espace domestique. Donc je passe la parole à Adi. Merci. Oui, donc l'espace domestique, en fait, nous a semblé un lieu assez pertinent pour observer ces remaniements nécessaires des positions de genre. Donc c'est un espace qui devient un lieu refuge, aussi parce que les autres, donc notamment l'espace professionnel, comme on en parlait, devient interdit ou sur lequel il est difficile de se maintenir. C'est aussi cet espace domestique, c'est aussi celui où les luttes pour conserver une certaine prestance ou garder la face aux yeux des autres peuvent s'atténuer. Donc c'est là que va se jouer la possibilité pour les hommes et pour les femmes, à la fois aussi pour leurs conjoints, la possibilité de trouver une place genrée qui soit remaniée. Donc c'est ce que je vais m'efforcer de vous décrire. On commencera par le modèle masculin, on verra si on aura le temps pour le féminin. En fait, on a identifié 3 étapes de recomposition. Premièrement, donc l'arrêt du travail qui conduit à rester à la maison. La seconde étape qui est la période au foyer où il reste possible d'avoir certaines activités. Et enfin, l'entrée dans la dépendance. Donc voilà, c'est un schéma qui concerne les deux. Pour ce qui est de l'homme, en fait, se pose donc la question de l'arrêt du travail. Donc il va entamer une période assez compliquée. D'ailleurs, cette fin du travail va se produire plutôt par palier. Il va se retrouver obligé de l'abandonner durablement. Et c'est un remaniement identitaire qu'on a observé plus difficile en fait chez les hommes que chez les femmes malades, même si elles sont également très investies et déplorent d'avoir à quitter le monde professionnel. En fait, ce qu'on a observé, c'est que chez les hommes, ce pas il est plus grand à franchir, étant donné qu'il arrive dans ce monde domestique qui constitue de nouveaux repères pour lui, qui n'était pas le sien à l'origine, contrairement à la femme malade. En fait, donc, il y a une installation du mari à la maison qui va s'accompagner d'une réorganisation de l'ensemble des tâches et des rôles des deux conjoints. Donc voilà, surtout quand il s'agissait d'hommes pleinement actifs. Et d'ailleurs, il aura à se distinguer des femmes de la même catégorie parce que précédemment, ces travaux domestiques étaient dévolus soit à son épouse ou même à une employée de service parce qu'à l'époque, ils avaient les moyens d'engager quelqu'un. Voilà ce qui, pour synthétiser, voilà en quelque sorte, voilà, donc ça va permettre aux femmes, à l'inverse de situer aux épouses, j'entends, donc valides, de s'engager, de s'investir beaucoup plus dans les activités extérieures, mais ne cèdent pas totalement la place aux hommes parce qu'elles souhaitent rester un référent familial assez important dans la famille. Voilà, en fait, en quelque sorte, ce qu'on voulait dire, c'est que le modèle d'arrivée de l'homme à la maison n'est pas complètement celui de la femme qui, elle, en fait, devra approfondir un rôle qu'elle occupait déjà, puisque pour lui, en fait, se joue quand même cette possibilité de continuer à avoir des activités extérieures que tient à lui souligner son épouse. Tandis que les femmes malades, au contraire, ne vont pas trouver d'échappatoire et elles seront beaucoup plus assignées un rôle de femme à la maison qui va par exemple tenir le pain quotidien pour son mari qui rentre du travail, ou encore certaines continuent à essayer de conserver leurs activités de femme à la maison en faisant le ménage, quitte pour l'une d'entre elles à se mettre accroupie par terre et c'est son mari valide donc qui la relève. Voilà pour vous donner quelques exemples. Et en conclusion, voilà, en fait, l'idée du texte, c'était de vous montrer comment
Les hommes et les femmes malades de Steiner ont à s'efforcer de réaliser leur sexe d'attachement, de première nature, et que le genre mis sous la touche constitue une épreuve à part entière pour conserver cette capacité d'être homme ou femme. Donc il y aurait comme une codification nouvelle que proposerait cette maladie neuromusculaire autour d'appartenances de sexe qui sont combinées aux appartenances de classe. Donc on voit ici qu'il n'est plus question d'une séparation stricte entre un sexe faible et un sexe fort, comme l'avait noté Vigarello, puisque l'homme ici considéré comme un sexe fort peut se trouver en situation de faiblesse musculaire, mais pas seulement.